bonjour. Voilà, écoutez, je suis très heureux que Gérard m'invite à faire un séminaire. Je vais vous présenter quelque chose, le résultat d'un projet qui a démarré au niveau de circuits intégrés. Le problème qu'on s'était posé, c'est de réaliser des circuits intégrés synchro, des circuits intégrés multiples contenant un certain nombre d'éléments, mais synchrones, sachant que tous nos collègues étaient partis sur la solution asynchrone. Ils sont partis sur la solution asynchrone. Donc c'était une sorte de challenge, et je vais vous expliquer comment on a fait. Et on s'aperçoit qu'on a trouvé finalement, dans le bout, je vous donne tout de suite la partie de la conclusion, on a trouvé une alternative à PTP. Et cette alternative à PTP peut être utilisée d'une manière macroscopique, c'est-à-dire sur les exemples qu'a donné Gérard. Donc on est parti du micro vers le macro. Voilà. Alors, ça a été fait dans le cadre d'un projet ANR. On va voir, l'un des acteurs est ici. Alors, donc, je vais commencer par vous présenter l'évolution des circuits intégrés pour justifier le fait de les réaliser de manière synchrone. Et je vais essayer d'aller assez vite. D'abord, quel est l'élément le plus important dans l'évolution des circuits intégrés? Eh bien, c'est la diminution de la taille du motif de dessin, c'est-à-dire le plus petit élément qu'on peut dessiner. Et cet élément, on s'aperçoit qu'on a une diminution de ce motif qui est absolument régulière, sans rupture actuellement, et on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. On est actuellement à 22 nanomètres de distance, de taille de l'élément. Bientôt, on va être à 10 nanomètres, et 10 nanomètres, c'est 100 atomes. On pense qu'on va aller jusqu'à au moins 1 nanomètre, c'est-à-dire 10 atomes. Je me demande comment on va faire des transistors avec seulement un atome, mais on y arrivera bien. Sachant que cette trajectoire a été ponctuée de déclarations patentes d'impossibilité. Dire « mais non, on n'ira pas plus loin ». J'ai toujours vu ça pendant toute la longueur. J'en ai vécu une certaine longueur de ça. Alors, et aucun fléchissement n'est constaté. Ça se reporte sur la vitesse des éléments. Ben, vous voyez, ça c'est la vitesse des portes. Hein. Eh bien, actuellement, on est pour les portes de 20 nanomètres vers 5 picosecondes. Et 10 nanomètres, ça sera 2 picosecondes, 3 picosecondes. Donc, ça évolue de manière assez folle. Hein. Et un des paramètres les plus importants, c'est le nombre de transistors sur ces circuits. On en est à plusieurs milliards. En fait, ce sont des courbes qui sont tracées sur des axes semi-log. On a commencé début des années 70 avec 2300 transistors, et maintenant, on en est à 2 milliards. Et on est sur une exponentielle, et trouvez-moi un autre phénomène dans l'histoire technique humaine qui est sur une exponentielle depuis près de 40 ans. C'est absolument fantastique. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais je peux vous dire que c'est une histoire assez fabuleuse. Alors, je me suis trompé. Voilà. Alors, en fait, pour vous donner une idée, la complexité de ces circuits intégrés a été comparée à une ville, un village, mais maintenant, il faut la comparer à un continent. C'est à peu près comme si on regardait la carte Michelin d'un continent. Et que vous vous trompez sur le dessin d'une petite maison, et ça ne marche pas. La carte Michelin ou la petite maison, c'est un petit carré d'un millimètre. Voilà. Et on en est à ce niveau. C'est absolument fantastique. Il faut arriver à dessiner tout ça, évidemment, en grande partie automatiquement. Alors, ce sont des systèmes, le moins qu'on puisse dire, complexes. Et donc, un élément important, comme tout système complexe, on va le décomposer
en entités fonctionnelles. Sur la carte, c'est des pays, c'est des villes, c'est des centres commerciaux, centres administratifs, hein, que l'on va indiquer. Donc il y a une structure, hein, des nations et ainsi de suite. Et donc on va transposer ça. Et les circuits qui ont été construits avec cette notion hiérarchique de structuration, on appelle ça des SOC. Alors, théoriquement, on dit système on chip. Moi, je préfère système on circuit. Et comme je fais passer mes préférences avant ce que les autres disent, j'ai marqué système on circuit. Voilà, en premier élément. Alors, il faut voir que le circuit intégré représente un monde à lui tout seul qui n'est pas du tout comparable au monde sur la carte. À l'intérieur d'un circuit intégré, les choses se passent avec un facteur d'amélioration entre 10 000 et 100 000. Hein. C'est-à-dire la vitesse sur une carte est 10 000 fois plus lente que dans le circuit intégré. On va parler par exemple de picofarad, et sur la carte, on parlera de fraction de femtofarad. Hein. On va parler de milliampères sur la carte, on parlera de picoampères dans le circuit intégré. On parlera de vitesse de nanosecondes sur la carte. À l'intérieur des circuits intégrés, on a vu des bouts de picosecondes, hein, des picosecondes. Donc, sortir, pour vous donner un exemple, la sortie du circuit intégré vers la carte se fait par 3 étages d'amplificateur. Un amplificateur, puis un deuxième amplificateur, puis un troisième amplificateur. Il y a 2 étages de correspondance, alors ça c'est pour la correspondance électrique, mais il y a 2 étages de correspondance géométrique entre les nanomètres à l'intérieur et les millimètres à l'extérieur. Donc c'est 2 mondes. Et comme il y a 2 mondes, ces 2 mondes sont très différents, ça coûte aussi cher de sortir d'un circuit intégré et de rentrer dans un autre que de vouloir commander 2 cartes d'électronique en passant par de l'électromécanique, des moteurs, hein, ou des relais. C'est à peu près comparable. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met tout dans le circuit, et donc on profite du nombre énorme de transistors pour tout ramener dans le circuit. Et plus on en ramène, plus on est content, parce qu'on reste à l'intérieur. C'est pour ça que vous avez qu'on utilise assez facilement ces milliards de transistors. Et actuellement, on est capable de mettre un système informatique sur une puce. Hein. Voilà, alors maintenant, on va s'intéresser, puisqu'on est pour la synchro, hein, on va s'intéresser à la synchronisation de ces systèmes intégrés complexes. Alors, on va utiliser cette structuration. Et cette structuration, eh bien, on va fabriquer ces circuits géants en assemblant, je vais dire, des circuits plus petits qu'on faisait avant. Bon, on les a ramenés à la technologie, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une courbe, c'est-à-dire il n'y a rien de statique dans le temps là-dedans. Ce qui a été conçu à un moment, si vous voulez le récupérer plus tard, il faut agir, faut le transposer au point de vue de la nouvelle technologie qui est beaucoup plus fine. Hein. Et il ne s'agit pas simplement de faire une homothétie, hein, c'est plus compliqué que ça. Et donc on va retrouver un gros circuit constitué par une collection et un assemblage de circuits plus petits. Et ces circuits plus petits, on les fait comme on faisait avant, c'est-à-dire une horloge qui alimente le petit circuit. Donc on a des zones. Alors ces zones, c'est encore, j'appelle ça des zones isochrones. Hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé le nom, mais c'est ce qui correspond le mieux, c'est-à-dire l'horloge, le temps est constant à peu près dans cette zone-là. Je dis à peu près parce qu'il y a quand même des temps de propagation. Mais on fait en sorte que le circuit fonctionne même avec ces temps de propagation. Le problème maintenant va être, donc, on utilise l'horloge de ces zones-là, dépend de ce dont on a besoin et de
de la technologie, de ce dont on a besoin, et surtout de la thermique, parce que ça chauffe. Et même dans les meilleures conditions, ça chauffe tellement qu'on est forcé de ralentir les circuits. Parce que on ne peut pas avoir un circuit qui développe 1 kW. Et il faudrait, on a arrêté de monter à la fréquence maximale quand on a vu qu'il fallait amener un circuit de refroidissement forcé avec un générateur de froid et ainsi de suite. Là, on a dit non, ça ne va pas. Pourquoi ? Ce n'est pas tellement qu'on ne pouvait pas mettre ça dans un ordinateur, une tour, c'est parce qu'on ne pouvait pas le mettre dans la poche. Et que l'avenir de l'informatique et de l'électronique, c'est mettre dans la poche. Donc, comme ça ne pouvait pas être mis dans la poche, on a arrêté. Et donc, ils ont bloqué la fréquence en 84 pour les microprocesseurs à peu près à 3 GHz. Mais on aurait pu monter plus. On pourrait, actuellement, si on ne faisait pas attention à la dissipation thermique ou si on faisait ce qu'on pouvait pour absorber cette dissipation thermique, on pourrait fabriquer un microprocesseur à 200 gigas sans problème. Je pense qu'on peut faire 200 gigas actuellement en utilisant, mais ça va chauffer, ça va développer 1 kW. Et ça, il faudra les dissiper, les kilowatts. Donc, comment maintenant, le problème, c'est comment on interconnecte tout ça. Alors, l'idée, donc dans la zone isochrone, le système de temps, ça Gérard en a parlé, c'est assez simple, l'horloge elle arrive, les informations qui se baladent dans le circuit traversent ce qu'on appelle des circuits combinatoires, c'est-à-dire des paquets de portes, et ces paquets de portes, il faut qu'on ait le temps de les traverser dans une période d'horloge, et avec une certaine marge pour absorber les variations d'horloge. Et donc, c'est le principe que j'appelle la relation de synchronisme, c'est-à-dire de dire il faut que l'horloge soit suffisamment... la période de l'horloge soit suffisamment grande pour permettre la traversée des plus gros circuits combinatoires, qu'on appelle les chemins critiques. Donc ça, c'est classique. Maintenant, la communication entre zones isochrones, la communication classique, s'appelle GALS, c'est-à-dire c'est une communication asynchrone entre les modules isochrones. Et la communication asynchrone, c'est exactement la même que si vous interconnectiez des ordinateurs avec des câbles Ethernet ou câbles de ce genre-là, et donc vous avez une communication asynchrone de ce type. Ça a un problème. Il y a un problème, c'est que dès que vous faites une communication asynchrone, entre deux mondes synchrones, vous avez un risque de métastabilité. Alors, Gérard a montré comment on pouvait réduire ce risque de métastabilité. Mais on garde toujours une possibilité, aussi petite soit-elle, et la fiabilité psychologique en prend un coup quand même. Donc, il y a ce problème. Et il est empiré par le fait que dans ce circuit reçoit une seule horloge. Et cette horloge va se distribuer sur tous les modules isochrones, avec des chemins variables. Donc, ce n'est pas un asynchronisme réel, c'est un faux asynchronisme qui fait, en regardant d'un peu plus près, qui fait que si à un moment vous avez une condition de métastabilité, elle va rester. Et donc vous allez la retrouver pendant un certain temps. Parce qu'il y a des choses qui varient lentement, comme par exemple le vieillissement du circuit. Vous avez la température qui varie aussi relativement lentement. Et donc si ça se trouve à provoquer la métastabilité, ça va la garder. Et en fait, les corrections qu'il faut faire pour limiter le risque de métastabilité prennent du temps. Alors, donc, la solution, on a proposé de dire on va les faire synchrones. Comme ça, on pourra communiquer, plouf, sans problème. Et on nous a dit c'est pas possible. Mais c'est toujours pareil. On trouve quelque chose quand on ne savait pas que c'était impossible. Voilà.
Et donc là, on est parti comme ça, on a dit, vous nous dites que c'est impossible, je ne vous crois pas, on y va, et on l'a fait. Voilà, donc mise en phase des zones isochrones. Et mise en phase précise, hein, pour qu'on puisse communiquer à des fréquences utilisées. Les fréquences sont de l'ordre du gigahertz dans les socles un peu. Donc ça permet de faire une communication directe entre les zones contiguës, c'est-à-dire vous passez d'une zone isochrone à une autre à côté sans, comme si vous travailleriez dans une seule zone isochrone. Et lorsque vous allez plus loin, ben vous faites la communication dite élastique, c'est-à-dire des sauts d'une zone isochrone à l'autre. Hein, surtout si on utilise la transparence des circuits, on peut le faire de manière tout à fait raisonnable et on garde la caractéristique. Alors on a appelé ça GALS tout simplement pour critiquer les gens qui parlaient GSLS. GALS, on l'appelle GSLS pour critiquer les gens qui avaient fait le GALS. Bon, petit retour. Voilà. Donc comment on va faire ça? Alors finalement, il y a deux façons de mettre en phase les horloges. La première, c'est de distribuer une horloge mère en faisant bien attention que les différentes branches aient le même temps de propagation. Gérard l'a montré dans la distribution d'horloges dans le Pentium 4, qui était, bon, c'est un des vieux Pentium 4 parce qu'après ils l'ont fait plus ou moins automatique, c'était quand même un peu une usine à gaz. Et surtout, ça consomme beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut que le réseau de distribution d'horloges ait des amplificateurs, qu'on appelle des drivers, suffisamment puissants pour respecter de très bons fronts d'horloge. Et quand on est à 3 gigas, eh bien, ça finit par consommer pas mal d'énergie. Donc, ce système demande de la puissance, une puissance assez élevée. Et puis, donc, il faut un ajustement très précis. Les Pentium 4 qui sortaient à l'époque, on mesurait tous les temps d'arrivée des horloges et on compensait ces temps avec ce qu'on appelle des rephaseurs, c'est-à-dire des délais variables. Et c'était fait par l'extérieur. On programmait ça, puis on lâchait le Pentium dans la nature. Moi, je veux bien, mais au bout d'un certain temps, ça doit glisser, ce truc-là, hein, surtout vu les précisions qu'on veut. Alors, l'autre solution, donc ça, c'est l'utilisation de rephaseurs. L'autre solution, c'est de faire une génération distribuée, c'est-à-dire d'avoir autant d'horloges que de zones isochrones, hein, en utilisant des horloges qu'on va synchroniser, des systèmes. Donc, ça sera une synchronisation d'horloges indépendantes, hein, plutôt que d'envoyer une horloge mère en faisant attention de bien l'envoyer à tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, j'étais parti sur la première idée et c'est Dimitri qui nous a branché sur la seconde idée. On m'en souvient très bien. Cette époque. Alors ça, c'est pour montrer qu'entre deux zones isochrones, vous pouvez passer comme à l'intérieur. Oh, c'est tout simple, puisque vos horloges sont en phase. Hein, on a ici, puisque ces horloges sont en phase, à ce moment-là, il n'y a pas de distinction d'exciter les bascules chacune par leur horloge ou les deux par la même horloge. C'est pareil. Hein, je veux dire, du point de vue transmission. Donc on a exactement le même problème de communication entre deux zones isochrones voisines. Voilà. Alors maintenant, on va regarder. Donc pour parler d'horloge distribuée, il faut introduire la notion de PLL. PLL, c'est une phase locked loop. C'est en fait un asservissement en phase d'une horloge. Alors, l'asservissement en phase, on s'aperçoit que... Là, je me suis... Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. J'ai indiqué donc ici, si vous voulez, à peu près ce qu'il y a dedans, on va le voir plus en détail. Il y a un détecteur de phase pour voir l'écart de phase, puisqu'on veut faire un asservissement. Il y a un filtre, parce que tout asservissement a un filtre, sinon il oscille. Et il y a un oscillateur commandé. Et on s'aperçoit
que c'est à peu près le même matériel qu'il fallait pour faire le rephasage. Donc, ça ne coûte pas plus cher que de faire le rephasage, si ce n'est qu'on n'a pas la transmission d'horloge à rephaser. Donc, ça va faire un peu moins. Et donc, on a, dans le projet qu'on a mené, on a fait tout ça de manière numérique. Les comparateurs de phase, on les a fait numériques, c'est des variantes du bang-bang. On a fait un filtre numérique et on a fait un oscillateur à commande numérique. Donc, on a tout fait numérique. Alors, c'est pareil, on disait, on ne peut pas. Et je me souviens, la première manip qu'on a fait, il voulait compiler les circuits intégrés, parce que là, pour arriver à manipuler tant de transistors, on utilise des techniques dites de compilation de silicium. C'était affreux. Et donc, il a fallu faire des circuits à la main pour qu'ils deviennent acceptables. Sachant que la différence entre le compilé et le dessin manuel est de l'ordre de 4 à peu près. C'est 4 fois plus gros, 4 fois plus gros, 4 fois plus lent. Donc, on a gagné ça pour permettre de faire un oscillateur à commande numérique, qu'on appelle un DCO, Digital Control Oscillator. Et puis, on a fait donc un asservissement sur la fréquence utilisée divisée par 4 pour faire, parce que c'était plus facile de faire tourner le filtre à f sur 4, on avait visé une fréquence d'1 giga. Alors voilà, le réseau de PLL, comment on va assembler les PLL. Donc ça, tous les gens qui ont voulu faire des PLL synchronisés ont pris ce système. C'est-à-dire qu'on a les PLL qui font les horloges de chaque zone. Ça, c'est une zone isochrone. Et entre chaque zone isochrone, on a les comparateurs de phase qui comparent la phase de 2 partenaires et qui renvoient chacun les cartes de phase. Voilà. Sachant qu'il y en a 4, parce que les réseaux, en général, sont de ce type. Voilà. Alors, il faut bien injecter l'horloge de référence, parce que s'il n'y a pas d'horloge de référence, ça va s'équilibrer sur n'importe quoi. Donc, on met l'horloge de référence quelque part. On va voir où. Voilà. Et ça, alors ça, c'est un exemple, c'est un réseau théorique, parce que le réseau pratique, c'est loin d'être des petits carrés comme ça a des formes quelconques. Et c'est pas. Alors voilà, l'ADPLL qu'on va utiliser. On a donc les 4 comparateurs de phase. On va sommer les 4 erreurs de phase. On va en donner une erreur de phase moyenne. Le filtre qui va donc traiter pour obtenir la stabilité de l'asservissement, l'oscillateur local commandé par la tension, et puis là, on divise par 4, et cette horloge divisée par 4 sert de référence au comparateur de phase. Voilà le principe. Et donc, alors, on a fait un circuit, un premier circuit, 4-4, donc on avait 4 comparateurs de phase, 16 comparateurs de phase dans un réseau 4-4. Et ça a été fait par un thésard qui s'appelle Eldar et qui malheureusement n'a pas pu venir. Là, il m'a envoyé un dernier moment. J'aurais bien voulu qu'il soit là. Mais donc, vous voyez, la fréquence était entre 600 et 1400 MHz, donc 1 giga 4. La résolution du DCO est d'1 MHz. Et la résolution du comparateur de phase est de 30 picosecondes. Et donc ce réseau a été fait et du premier coup a fonctionné. J'avoue que j'en ai essoufflé. Enfin, bon, comme quoi on a démonté ça. Voilà. Donc ça a marché. Et voilà le circuit intégré qui a été fait. C'est quand même 290 000 transistors. Ça a été fait en technologie 65 nano via le CMP de Gordon. Et dimension, c'était pas très gros, du millimètre et demi par 1 millimètre et demi, 65 nano, c'est déjà pas mal. Et donc il est partiellement full custom. En particulier dans les comparateurs de phase, on a des modules
full custom aussi. Hein, et testé, caractérisé, bon du premier coup. Voilà, et voilà les résultats. Hein, qui montre les 16 horloges superposées. Vous voyez, il y a très peu de variations. Hein. Et donc, on n'a pas pu sortir les 16 signaux à 1 giga de la puce. Il a fallu faire un montage interne pour faire les traiter à l'intérieur et les sortir une information, mais à fréquence plus basse, parce qu'on ne sort pas d'un circuit à 1 GHz. Ou alors, c'est une sortie tout à fait spéciale. Pour une, mais pas 16. Alors voilà, maintenant on est passé à un circuit 10-10. Et 10-10, c'est fait par notre cher Xuan, qui est là. Voilà. Et donc, alors ça, c'est le layout du circuit, c'est-à-dire le dessin du circuit. Il n'a pas encore été processé. Voilà. Alors, et ça marche, hein, ça marche. Alors, alors ça c'est le projet Hérodotos qui a été fait, le projet Odyssée Hérodotos qui est dirigé par Dimitri, là, et qui a, en plus du Lipsis, on a eu, donc il y a le Lipsis, et puis il y avait Supélec et le Leti qui ont participé à ça. Voilà. Alors maintenant, on va regarder parce que se dire après tout pourquoi ça marche. Hein, on savait, mais pourquoi ça marche. Alors, pour ça, voilà, je regarde les fonctions de transfert des différents éléments. Hein, et voilà les différentes. Le comparateur de phase, bon, c'est une fonction de transfert tout à fait simplement un coefficient. Quoi. Le filtre, bon, bah, une fonction de transfert de filtre. Hein. Le DCO, bah, c'est un intégrateur. Et il faut tenir compte du retard des éléments, parce que le diviseur, par contre, a un certain retard, et ainsi de suite. Et si je regarde, donc ça c'est des transformés de Carson-Laplace, hein, de Laplace. Et donc, si je regarde en la boucle fermée, j'obtiens cette fonction qui va me donner la réponse du système en boucle fermée. Voilà. Et je vais regarder maintenant les comparateurs de phase, ce qu'ils donnent, enfin, ce que font les comparateurs de phase. Alors, les comparateurs de phase comparent les phases, hein, les 4 phases, vous voyez, puis on divise par 4, delta phi. Hein, et donc, je vais réarranger un peu les termes, vous voyez, pour avoir toujours le central ici. Hein, OK, vous voyez, je fais ça. Et bon, c'est ce qui était fait ici d'ailleurs. Hein, et donc, pour avoir le signal de sortie, bah, c'est la fonction du comparateur de phase multipliée par la transformée générale du PLL. Alors, on va faire une manip un peu gonflée, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, j'ai un réseau avec des valeurs. Voilà, là ici, les différentes valeurs de phase des différents PLL du réseau. Eh bien, on va supposer que ça est la discrétisation d'un système continu. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire l'opération inverse de la discrétisation qui est largement utilisée pour calculer. Et on va baser cette discrétisation sur le fait suivant. Alors d'abord, voilà, que veulent dire la façon dont fonctionnent les comparateurs de phase et le couplage. Je m'aperçois que ça, bah, c'est l'équivalent d'une dérivée partielle. Hein. Ça, c'est la différence entre deux dérivées partielles. Donc, c'est la dérivée seconde partielle.
Puis là, je combine deux dérivées partielles, une sur x, une sur y. Donc ça me fait la combinaison de la dérivée partielle en y, ça s'appelle un Laplacien. Donc je passe, et quand on digitalise un Laplacien, c'est ce qu'on fait dans l'autre sens. Quand on digitalise une fonction de Laplace, c'est ce qu'on fait dans l'autre sens. Donc j'ai rien inventé. Et j'ai simplement pris le truc dans l'autre sens. Et ici, bon, on va discrétiser. Alors, on va mettre notre Laplacien qui est ici. Et puis, on va faire la transformation inverse. On obtient une équation différentielle par rapport au temps et le Laplacien. Et on va avoir, après simplification, voilà ce qu'on obtient, c'est-à-dire une équation différentielle du second ordre avec un Laplacien. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver une équation différentielle qui a la même trombine et qui va représenter une surface? Et oui, voilà, on a trouvé la surface d'un liquide, d'eau en particulier, ben voilà l'équation différentielle. On a trouvé ça dans la littérature. Du second ordre, avec un Laplacien et puis des coefficients. On peut faire l'analogie des coefficients. Donc j'ai une analogie entre, puisque j'ai les mêmes équations en chaque point que l'équation différentielle partout, je fais exactement ce qu'on fait dans l'autre sens quand on calcule une équation différentielle sur un ordinateur. On discrétise et on fait le même calcul en chaque point. Nous, on avait ce calcul qui est fait en... Donc, notre réseau de PLL est exactement ce qu'on fait pour résoudre, pour simuler, est un simulateur d'équations de Laplace. Et donc, partant de ce principe, tout ce qui se passe dans le monde continu peut être transposé dans le monde discret. Puisque quand on fait le calcul, on part du discret, on monte au continu et on en déduit le continu. Alors, ben voilà. Qu'est-ce que fait une pièce d'eau comme ça lorsque, s'il n'y a pas de perturbation, ben c'est plat. Il suffit que vous regardiez, là, il y a une belle pièce d'eau, c'est tombe dans le corps, c'est plat. Et pas même parfaitement plat, vous voyez l'image, pièce d'eau calme. On passait, là, quand on est venu, devant une des pièces d'eau du château de Versailles, ben c'était plat, pareil. Donc, là, le niveau de l'eau est assimilé à l'écart de phase. C'est l'écart de phase, c'est la phase. L'écart de phase, la phase. Alors, la phase moyenne, enfin, par rapport à la phase de référence. Eh bien, ça veut dire qu'ils sont tous en phase, puisque la surface est plate. Donc, on a une mise en phase automatique par cette simple analogie, évidemment à la discrétisation près des comparateurs de phase. Alors, maintenant, on va dire attention. Puisqu'on est dans l'analogie, qu'est-ce qui se passe si je jette une pierre dans ma pièce d'eau? Eh bien, il va y avoir des vagues qui vont se créer, qui vont aller sur les bords, qui vont revenir, ainsi de suite, et ça va fiche la pagaille. Moi, je ne veux pas que ça fiche la pagaille, donc on va essayer de faire des brise-vagues tout autour. Et comment on va faire des brise-vagues? Alors ça, c'est une analogie. D'ailleurs, on appelle ça swimming pool. On a fait un papier où on appelle ça le système swimming pool, publication. Et donc, voilà, vous avez ici un brise-vague de piscine.
Voilà. Et comment ça marche? Eh bien, vous voyez, la piscine est ici, les vagues. Ben, les vagues, quand elles arrivent, pouf, elles vont dans un écoulement tout autour. On va essayer de faire un peu la même chose. Comme ça nous évitera les vagues de retour. Alors, comment on va faire? On a notre système, notre surface, notre matrice de PLL qui vient jusque-là. Eh bien, on va imaginer qu'on a une autre ligne, là, donc dans ce cas-là, c'est des lignes, une autre ligne de PLL, mais une ligne virtuelle, des PLL qui n'existent pas. Et on va se dire, bah, on voudrait que ça donne une impression de continu. Alors, comment on va faire pour donner une impression de continu? Eh bien, on va supposer que la surface, ici, l'élément de surface, est plat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est plat? Ça veut dire que la variation qu'il peut y avoir entre ce PLL-là et celui-là est de sens dans le même sens que la variation qu'il y a entre celui-là et celui-là. C'est-à-dire vis-à-vis de ce PLL-là, la variation ici est dans un sens et la même là dans l'autre sens. Si je fais ça, je regarde dans ma discrétisation des variations, là, je m'aperçois qu'il faut que ça soit à peu près égal à ça. Ça me dit que la dérivée seconde est nulle. La dérivée seconde, dans cet axe-là, est nulle. Alors, comment la rendre nulle? Eh bien, de toute façon, la ligne de PLL là était virtuelle, il n'y en a pas. Ben, il suffit de couper la communication de l'autre côté. Et je coupe la communication de l'autre côté, donc ça veut dire que j'aurai une communication de ce PLL là avec celui-là, mais pas de celui-là avec celui-là. Donc ça revient à isoler le bord. Okay? Donc pour le bord, son Laplacien n'est que dans ce sens. Il n'est plus dans ce sens-là. Et donc ça revient à isoler le tour de la matrice. Donc vous voyez, la matrice se compose maintenant d'un tour et d'un centre. Dans le centre, on a des comparaisons qui se font dans les deux sens, mais le tour excite le centre. Alors, quand vous regardez, par exemple, comment sont faits certains haut-parleurs, eh bien, vous retrouvez ce truc-là, on appelle ça un fonctionnement en piston. C'est-à-dire, vous excitez le tour. C'est ce qu'il y a de plus efficace comme technique d'excitation. Donc, on se retrouve à proposer on distribue la fréquence de référence aux quatre coins. Alors ça, c'est une distribution archi-classique. Et ce quatre coins fait que le tour va vraiment porter la référence. Et le centre va être pris par tout le tour et va fonctionner en piston. Donc, on ne pouvait pas faire mieux. Et on a une meilleure distribution. On a à la fois l'élimination des vagues, puisque la vague qui va arriver ne va pas être transmise au bord. Et en même temps, une meilleure excitation. Donc on gagne sur deux tableaux. Alors, voilà la simulation de l'objet. Vous voyez, le bord bouge relativement peu, et vous avez vu la grande perturbation, on va en refaire une autre. Flac, vous voyez, ça bouge un peu, et puis crac, ça revient. Donc ça, c'est une simulation MATLAB, ça a été fait par Schwann, qui est ici. Et vraiment, ça marche bien, quoi. Je peux vous dire qu'il y avait eu d'autres propositions où on excitait par un coin, c'était nettement moins bien, quoi. Il faut quand même avouer. Là, ça marche bien, quoi. Alors, bon, les variations sont toutes petites, mais elles sont acceptables pour le fonctionnement du système. Alors, il faut attendre hop là. Bon, alors, on nous dit, ah oui, mais peut y avoir ce
ce qu'on appelle des modes loc. Alors le mode loc, qu'est-ce que c'est? Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y a un mode non correct qui se produit parce que vous avez un point qui a une erreur dans un sens, puis un autre qui compense avec une erreur négative. Seul problème, alors je me suis dit, mais enfin c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre, ce truc-là? Parce que des modes loc, nous, on n'en a pas trouvé quand on a fait des simulations. Ça ne s'est jamais mis comme ça. D'ailleurs, compte tenu de l'analogie, eh bien, je n'ai jamais vu dans une pièce d'eau stable, ou même agitée, qui s'arrête, une colonne d'eau se former puis rester comme ça indéfiniment. Si on voit ça dans, je ne sais plus quel film de science-fiction, mais j'ai jamais vu ça. Hein. De toute façon, si on voit ça un jour, vous photographiez, je m'excuserai publiquement, hein, mais c'est vraiment... Donc, si ça n'existe pas dans l'eau, je ne vois pas pourquoi, compte tenu de notre analogie, ça existerait dans notre système. Donc, les modes loc, on a un peu tendance à les renvoyer. Alors, on peut parler de ça d'une manière un peu plus scientifique en disant ce sont finalement des déséquilibres statiques. Il faut que ça soit statique pour être un mode loc, parce que des variations dynamiques, ça existe. Hein, pour voir des vagues dans un lac, ça existe. Hein. Donc, des variations statiques. Hein. Eh bien, si c'est des variations statiques, vous voyez que je raye les termes dynamiques. Hein. Et je me retrouve avec une équation de Laplace, uniquement le Laplacien, parce que les autres termes soient annulés. Ça revient à ce qu'on souhaite que ce Laplacien soit nul. Et le Laplacien nul, c'est une équation de champ, électrostatique par exemple. Hein. Eh bien, je peux vous dire que si vous avez un montage électrostatique et que vous n'alimentez rien, que toutes les électrodes sont à zéro, eh bien, je ne vois pas comment vous aurez quelque part, dans le champ, un potentiel autre que zéro. Là aussi, vous me prévenez, parce que c'est de la génération spontanée. À part l'effet Casimir, je ne vois pas comment on pourrait avoir une variation, un champ non nul si toutes les électrodes sont à zéro. Donc, l'analogie nous permet de dire les modes loc, non. Vous voyez, on admet une solution. Voilà. Alors, on a regardé que l'on pouvait étendre ça à ce qu'a dit Gérard. Hein. Il est tout à fait possible de synchroniser, je ne sais pas moi, un réseau GSM comme ça. Alors, ce que ça va demander, c'est d'avoir les comparateurs de phase placés à mi-distance entre les émetteurs. Donc, vous avez deux pylônes GSM distants de 50 km et vous avez au centre, il faut qu'il y ait un petit pylône avec le comparateur de phase, deux récepteurs qui font le comparateur de phase et qui renvoient tranquillement à l'asservissement des émetteurs. Et ça va marcher, ça va fonctionner. Des réseaux de centres de calcul. Alors, le problème, c'est que s'il s'agit d'un réseau, aller placer le comparateur de phase dans un réseau, enfin, ce n'est pas l'horloge n'émet pas en continu, si vous voulez, dans le réseau. Donc là, c'est un peu plus difficile. Mais des horloges atomiques, par exemple, on peut le faire, synchroniser des horloges atomiques. Si, il faut leur mettre un émetteur pour qu'elles émettent et qu'on puisse comparer la phase des émissions. Mais ça existe, par exemple, sur les horloges atomiques qui émettent des radios quand on a des petites horloges pilotées par radio, radiopilotées, eh bien, on pourrait faire ça. Voilà. Donc, comme on est dans un système parfaitement synchrone, on élimine toute cause de métastabilité, y compris la psychologie. Bon, il n'y en a plus. Donc, le système devient beaucoup plus
fiable, hein, on peut garantir un système fiable. Ce qui reste, c'est à vérifier que la condition de synchronisme est remplie. Et ça, on sait faire pour vérifier sur un ou plusieurs nœuds le mécanisme, la condition de synchronisme, en vérifiant sur un modèle que le temps de l'horloge permet de faire travailler la chaîne critique. On fait une fausse chaîne critique en mettant suffisamment d'inverseurs et on met un comparateur de phase et on regarde la phase. Voilà. La chaîne critique comporte en plus, est un peu plus longue parce qu'elle comporte la marge de jeu en plus. Voilà. Donc ça, on a des systèmes 100% critiques, 100% fiables. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, voilà. Donc, bien, les acteurs, un certain nombre d'acteurs sont là. Schwann, Dimitri. Hein, et je peux dire que c'est grâce à toute cette équipe que ces résultats ont été obtenus. Voilà. Voilà, vous les reconnaissez. Bien, bah écoutez, merci pour votre attention. Je ne sais pas comment... Voilà. Merci beaucoup.